Le conclave est vraiment un conclave clé. On parle ici de digitalisation. L'objectif, c'est d'avoir des éléments d'appréciation sur ce que représente comme opportunité, mais aussi comme risque, la digitalisation au niveau des PME. Donc, on a une trentaine de minutes, donc un budget vraiment en temps serré. Madame Migan, je vais commencer par vous. Au niveau de la FAGAS, quelle lecture vous faites de la digitalisation des PME ? Merci. Je voudrais, permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs pour cette plateforme très enrichissante qui permet d'échanger sur des sujets très très capitaux pour nos économies et surtout parler des PME. Je dirais à l'entame que le Fonds africain de garantie et de coopération économique, le FAGAS, qui aujourd'hui totalise 48 années d'existence, a pour mission principale de favoriser l'accès au financement des entreprises, et plus particulièrement des PME, PMI, les encourager. Alors, avant de parler de digitalisation, vous me permettrez d'aborder d'abord la difficulté de ces PME-là d'accès au financement et pour aboutir à la digitalisation. Lorsque nous regardons toute cette matinée, les interventions des uns et des autres ont tourné sur l'appui incontournable des PME à la transformation de nos économies. C'est reconnu que c'est la colonne vertébrale de l'emploi, de la création d'emplois dans nos pays. Mais en même temps, tout le monde reconnaît que ces PME n'arrivent pas à céder au financement. Et pourquoi? Parce qu'il y a un cercle vicieux, tout simplement, qui est créé. Et ce cercle vicieux, je dirais tout simplement, part du principe de la mauvaise perception du risque des PME. Lorsqu'on parle de PME dans nos pays africains, tout de suite, nous nous sommes focalisés sur un risque. Le risque de défaut, c'est-à-dire une perception mauvaise. Et quand on parle de perception mauvaise, on parle d'une perception mauvaise, il y a déjà une couverture mauvaise du risque qui va être prise. Et c'est là où le FAGAS, au cours de ces dernières décennies, nous avons décidé de procéder à des réformes pour accompagner les PME, pour leur permettre non seulement de devenir des champions, mais de renforcer leur accès au financement. Cela s'est passé tout simplement par la remise en cause de nos process d'intervention, par des produits beaucoup plus adaptés à nos PME pour les accompagner. Et par rapport à cela, je peux souligner qu'aujourd'hui, le FAGAS permet, grâce à ces outils, d'accompagner les tout petits porteurs de projets, même dans nos zones rurales. Et ça, ce matin, quand on parlait des champions, on parle de champions, mais le champion naît quelque part. Ça commence vraiment par cette petite structure dans nos zones rurales, les couches défavorisées qui ne peuvent pas accéder même au financement classique. Mais grâce aux lignes que nous mettons en place aujourd'hui, nous accompagnons les banques qui font du refinancement au SFD, qui leur permettent d'accompagner, in fine, ces structures-là pour leur permettre d'accéder au financement. Également, le FAGAS a renforcé sa capacité pour permettre aux banques de lui faire confiance. Parce que lorsqu'on parle de garantie, on parle forcément de confiance. Et cela a été fait au plan de la gouvernance, où l'institution aujourd'hui dispose quand même de structures, c'est-à-dire des piliers forts qui parlent tout seuls en matière de gouvernance, qui rassurent les banques pour pouvoir intervenir et interagir au niveau du FAGAS pour pouvoir accompagner les PME, PMI de nos zones. Nos interventions aujourd'hui, permettez-moi de le dire quand même, ont permis d'accompagner plus de 400 PME au cours de ces 10 dernières années. Et la plupart de ces PME, il y a des structures ici aujourd'hui qui ne savent même pas que derrière, il y a une institution comme le FAGAS qui intervient, qui apporte sa garantie. Mais nous sommes là à travers des lignes de garantie que nous mettons en place de nos banques
qui leur permettent d'accéder à ces financements, de réaliser leurs projets et de jouer pleinement leur rôle dans l'économie. Le fonds a mis en place, a lancé sa digitalisation par travers l'implémentation d'un système intégré qui aujourd'hui permet de fiabiliser les données que nous avons, de suivre nos promoteurs et de disposer vraiment des tableaux de bord qui nous permettent de suivre et de voir comment est-ce que nos entreprises évoluent dans chaque pays et prendre des décisions. Alors, au niveau des PME, nous avons, si je veux, au niveau du Rwanda, nous avons eu de très, très beaux exemples d'évolution de ces PME qui étaient vraiment des toutes petites structures que nous avons accompagnées dans le secteur du café, mais qui aujourd'hui ont su grandir et se sont étirées véritablement vers le haut. Et contrairement à ce que nous craignons au début, ou du moins ce que l'aperçu qui était là, ou la vision qui était là au début, la crainte plutôt, la frilosité qui était là au début pour accompagner ces structures-là, aujourd'hui sont totalement éteintes. Donc nous l'avons. Au niveau du Cameroun, nous avons des structures également qui ont fait de la transformation et qui aujourd'hui ont véritablement grandi, ont atteint un niveau, même si ce n'est pas encore de grandes entreprises que nous voyons, mais nous sommes fiers de voir que ces entreprises sont en train de grandir et c'est ça le rôle du FAGAS, c'est-à-dire arriver à accompagner et amener ces structures plus hautes. Je soulignerai que le rôle du fonds, c'est quoi? C'est la prise de risque. Et notre prise de risque, c'est lorsque l'entreprise se retrouve totalement au bas, c'est l'accompagner à travers des conseils. Et c'est pour cela que le FAGAS a mis en place l'Institut. L'Institut, c'est pour accompagner les porteurs de projets, pour accompagner les acteurs de l'écosystème à avoir part à de la formation. Et ces structures-là, nous les accompagnons à travers des catalogues de formation que nous mettons en place pour leur permettre d'avoir l'éducation financière. Parce que lorsqu'on parle de PME, l'un des freins à l'évolution de nos PME, c'est l'éducation, c'est l'accès à l'information. Et cela se fait aujourd'hui au niveau du FAGAS à travers l'Institut qui se déplace, qui part de pays en pays pour accompagner ces porteurs de projets et nous les accompagnons tant dans la structuration pour présenter même des business plans. Comment présenter un business plan qui soit adapté, acceptable du banquier. Et lorsque même les concours sont mis en place, il faut avoir l'éducation au niveau de nos PME pour savoir comment gérer au quotidien le chiffre d'affaires, ne pas confondre. Il y a des PME, quand on voit les taux de risque, les taux de défaut, les plus importants que nous enregistrons, bien entendu, sont au niveau des PME, c'est ce qu'on dit. Mais lorsqu'il y a cet encadrement et que les PME sont véritablement encadrées en amont, dans le cadre de leur activité, nous arrivons à avoir vraiment de très bons résultats et nous sommes fiers, en tant que fonds, d'assurer ce rôle au niveau de nos fonds, de nos PME et les voir grandir véritablement dans les différents pays que nous couvrons. Excellent, merci. Alors, Monsieur Yassé, vous travaillez pour un groupe qui a enclenché le mouvement de la digitalisation. Quel retour d'expérience vous faites de cette digitalisation par rapport aux opportunités et aux risques de vos PME? Merci. Alors, sur l'accompagnement que nous apportons aux PME, je voudrais donner quelques chiffres. Fin d'exercice 2020, nous étions à 89 milliards d'emplois, 41 milliards de ressources et la part dans notre PNB, c'était 1 milliard. Fin 2024, nous sommes à 230 milliards d'emplois, nous sommes à 90 milliards de ressources et nous sommes à 21 milliards de PNB générés par l'accompagnement sur les PME. Ce matin, on a beaucoup parlé de volonté politique. Ces chiffres-là viennent illustrer le fait que quand il y a la volonté d'accompagner les PME au niveau de la banque et que les bonnes décisions, les bonnes dispositions sont prises, il y a un impact positif sur le compte de résultat de la banque. Qu'est-ce que nous avons fait qui a permis cette évolution? On a conjugué plusieurs initiatives. On a fait d'abord un état des lieux pour savoir quels étaient les freins pour l'accès au financement du côté des PME. Et là, on a identifié beaucoup de difficultés. Il y avait un problème de fiabilité des données financières, un problème
de production des sûretés éligibles au sens de la réglementation, un problème de gouvernance. Et avec un collège de partenaires parmi lesquels on trouve certains acteurs qui sont intervenus depuis ce matin, on a imaginé des solutions. J'ai indiqué ce matin qu'on a établi une convention avec l'Ordre des experts comptables. C'était pour favoriser l'élaboration d'états financiers fiables. Et l'État de Côte d'Ivoire a pris une mesure qu'on appelle le visa fiscal, qui impose à toutes les entreprises, qu'elles aient ou non des commissaires aux comptes, de faire viser leurs états financiers par des experts comptables avant de les déposer à l'administration fiscale. Donc, ce dispositif-là nous permet de nous greffer sur l'information qui est mise à la disposition de l'administration fiscale pour avoir des données financières fiables. Il n'y a pas un compte de résultat, un bilan établi pour la banque et un autre établi pour l'administration fiscale. Il nous faut un seul état financier visé par un expert comptable. Cette initiative, elle a été importante. Avec la SFI, on a procédé à une refonte complète de notre organisation dédiée aux PME. Ça nous a demandé de repenser notre organisation, de revoir les profils des collaborateurs, de revoir notre catalogue de produits et services pour les PME. Ça, c'est en interne. Et vis-à-vis des PME, on a mis en place de nouvelles formations, de nouveaux programmes de formation pour les aider à monter en compétences gratuitement en matière de digitalisation, de RSE, de marketing, de communication, de tarification. L'idée a été de passer d'une logique de vente d'un produit et service financier à des PME à une logique de conseil suivi de vente pour un accompagnement durable. Et dans cette démarche-là, la digitalisation a eu toute son importance. Les PME ont un défi de célérité, ont un défi d'autonomie, ont un défi de coût. Et donc, pour arriver à proposer des solutions adaptées, il nous a fallu recourir à des solutions de digitalisation. C'est dans ce cadre que nous avons eu à digitaliser tout notre process de crédit qui nous permet de traiter avec la même rapidité, dans les mêmes délais, des dossiers, quel que soit le lieu d'implantation de la PME. Donc, on gagne en célérité, il y a moins d'intervenants personnes physiques et avec les organismes qui mettent à notre disposition les garanties de portefeuille, on a une couverture qui fait qu'on est en capacité d'aller un peu plus loin, un peu plus fortement dans l'accompagnement des PME en termes de financement. Ce sont toutes ces initiatives qui nous ont aidés à nous positionner comme une banque de référence aux côtés des PME sur nos 5 pays d'implantation que sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sénégal et la Guinée pour la partie bancaire. Donc, nous sommes résolument engagés aux côtés des PME. La digitalisation a été pour nous source d'opportunités. Nous avons combiné la digitalisation avec d'autres initiatives dont les résultats sont illustrés par les chiffres que je vous ai énoncés tout à l'heure. Merci. Alors, cher Jonas, au niveau du groupe Zener, j'imagine que vous avez enclenché ce mouvement de la digitalisation. Quels sont les défis auxquels le groupe a fait face dans ce processus de digitalisation et bien sûr les opportunités? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais emprunter le... C'est en plateforme. Oui. Bon, souvent les banquiers disent ça, que c'est gratuit, mais le diable est dans le détail. Et puis vous voyez, tout le monde a un micro, sauf l'entrepreneur, la PME. Donc comme souvent, même le micro, je dois l'emprunter. Donc c'est ça la vie des PME. On vient de l'illustrer. Madame, l'affaire de la réforme, la FAGAS, c'est déjà en exécution ou bien ça va venir? C'est déjà lancé. Donc je vais revoir la DG de Ecobank parce que dans nos dossiers avec FAGAS, là, nous, on n'a pas encore vu la réforme. Hein. Donc voilà un tout petit peu. Sur la digitalisation, avant de revenir sur nous-mêmes, notre cas, j'aimerais quand même dire un petit mot par rapport à l'intervention du DG de la ADPME tout à l'heure, parce qu'il a évoqué comment ils ont pu fluidifier leur process
en digitalisant au maximum la relation avec les PME qui gravitent dans l'écosystème de la DPME. Et pour une entreprise, c'est exactement la même chose. En réalité, la digitalisation aujourd'hui pour les PME est un outil d'accélération et d'amélioration de la performance, parce que c'est le défi auquel on est soumis. Et on a l'avantage aujourd'hui que les jeunes africains, si je peux me permettre ce vocable, ont beaucoup d'intérêt sur les questions d'Internet, de terminaux, de la digitalisation tout court, du numérique. Et donc, ça nous permet, dans les nouvelles recrues qu'on a, on trouve beaucoup de gens qui ont déjà une prédisposition et beaucoup d'intérêt. Et ce que ça nous aide à faire, essentiellement, surtout pour les PME, et dans mon cas, aujourd'hui, c'est de réinventer l'expérience client. Et l'enjeu pour nos entreprises est là-bas, dans cette conception nouvelle de l'expérience client, parce que nous arrivons à offrir à nos clients des choses auxquelles, je ne dirais pas qu'ils n'auraient pas accès, mais ils auraient pu y en avoir accès dans des conditions un peu plus complexes ou un peu plus coûteuses et un peu plus difficiles à réaliser. Donc le but principal du processus de digitalisation, c'est d'automatiser l'ensemble des activités ou des tâches répétitives, donc de maîtriser nos coûts, et puis ensuite d'offrir un confort d'utilisation de nos services ou de nos produits, qu'ils soient le plus adapté aux besoins de l'écosystème, des clients et des utilisateurs du marché d'aujourd'hui. Excellent. Mais en termes de risque, comment la digitalisation permet à Zener de gérer les risques liés à ces opérations? Bon, moi je suis une dirigeante d'entreprise. Je ne suis pas banquier, hein, c'est eux qui parlent. Nous, on n'a pas le mot risque, on a le mot opportunité. Voilà. Parce que chaque élément de risque ou chaque cloison peut être vu comme une opportunité. Et quand vous voyez un problème comme une opportunité, la manière de régler le problème change d'âge. Je pense que le DG de NCA, sans avoir utilisé les mêmes termes que moi, en fait, est arrivé à la même conclusion. Le jour où il a, en tout cas le jour, il le savait que les PME étaient une bonne opportunité, mais quand il a décidé que ça l'était, il est passé d'un PNB de 1 milliard à 21 milliards. Grâce à nous, les PME. Sur les PME. Et vous devrez nous redonner un chèque. Oui. Parce que c'est ça aussi le gain partagé. Quand vous êtes passé vous avez multiplié les PME par 20, vos clients, les petites PME qui gravitent autour de vous, vous devrez leur refaire un chèque. On grandit ensemble. Voilà, on grandit ensemble, on ne peut pas grandir seul. Voilà un peu ce que je peux dire. Non, oui, on a des risques qui sont systémiques à l'outil même, au processus de digitalisation lui-même. C'est normal, mais le gain qu'on en attend est souvent plus important que ce qu'on perdrait si on ne le faisait pas. Donc, pour l'entrepreneur, le focus est sur le gain potentiel, et puis après on gère les risques qui viennent avec. Peut-être que les banquiers devraient faire pareil avec les PME. Hein? Donc, l'opportunité de travailler avec les PME est là, allez-y, et puis on va gérer les risques après. Voilà. Monsieur, c'est une même question pour vous, sur cette question des risques. Merci de m'avoir prêté le micro. Alors, le DG de la BRVM est là, donc j'ai l'occasion de rappeler que NCA Banque Côte d'Ivoire est une société cotée et j'encourage les dirigeants de PME à acquérir des titres de NCA Banque Côte d'Ivoire. Ce sera un moyen de partager la richesse qu'on génère ensemble. Alors, sur la digitalisation, quelques mots supplémentaires. Si je prends l'exemple de NCA Banque Côte d'Ivoire, on est passé d'un réseau d'agences de 25 agences à un réseau de 84 agences qui couvrent tout le territoire national. On est présent dans toutes les régions. Notre philosophie était de mettre en œuvre une démarche de proximité avec les clients, entreprises et particuliers, et donc les PME également, en allant vers leur lieu de vie, leur lieu d'implantation, leur lieu de travail. Mais ça engendre d'autres problématiques, notamment celles qui sont liées à la maîtrise des charges. Et c'est un gros défi pour l'ensemble des établissements bancaires. Donc, pour rester présent
sans avoir une extension démesurée du réseau d'agences. La solution, c'est la banque digitale, c'est donc la digitalisation. Et les PME sont demandeuses de célérité, d'autonomisation et de maîtrise des coûts pour les services que nous leur proposons. Et ce sont de grands consommateurs des solutions digitales sur lesquelles il nous a fallu investir. Je vais donner un exemple. Vous êtes patron d'une PME, vous recevez des chèques en règlement de vos produits et services. Bien souvent, vous devez envoyer votre comptable à la banque où il va faire la queue comme les autres pour faire sa remise de chèque. Nous, on a imaginé une solution qui s'appelle EasyCollect, qui nous permet d'installer chez vous une borne qui vous permet de faire, depuis votre bureau, la remise de votre chèque comme si vous étiez à l'agence bancaire, en toute sécurité. Sécurité, c'est un terme qui est important. On parle beaucoup de digitalisation, mais quand on parle de digitalisation, il ne faut pas perdre de vue la cybercriminalité et les risques qui vont avec. Mais les risques des deux côtés. La banque, parce que la culture de risque, le patron de PME l'a indiqué tout à l'heure, la culture des risques est plus forte chez nous, font beaucoup d'investissements en matière de sécurité électronique, de cybersécurité, mais il ne faut pas que les utilisateurs considèrent qu'eux, ils sont exclus de ce champ et qu'ils n'ont pas d'investissement à faire. Donc sur cette question de digitalisation, il y a une sensibilisation importante à la question de la sécurité qui doit être faite de part et d'autre. Excellent. Madame Hidon, un peu dans le même esprit, dans les réformes que FAGAS a enclenchées, comment vous intégrez cette notion de risque par rapport à la digitalisation des PME? Je vais commencer d'abord à répondre à l'entrepreneur, notre champion, pour lui dire que le FAGAS a bien intégré, annoncé l'implémentation de l'ERP et que le dossier, quelle que soit la banque, d'ici là, nous allons assister à cette transformation ou cette manière de travailler, une nouvelle vision de travail qui va se faire de manière tripartite entre la banque, le promoteur et le fonds de garantie. Donc la plateforme sera mise en place et cela permettrait d'abord à toutes les parties prenantes d'avoir l'information à temps réel. Cela permettrait également de réduire, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général de ENTIA, le délai de traitement. Mais en même temps, cela réduirait les risques, c'est-à-dire l'asymétrie d'information qui est un problème lié au PME-PMI. Ce problème va être résolu. Et je peux le rassurer que le FAGAS est disposé à apporter toute son expertise dans le cadre de tout projet que M. Zener a pour pouvoir avancer. Donc, en matière de risque, comme je le disais, la perception du risque grâce à la digitalisation, on ne va plus dans la subjectivité, mais on reste vraiment dans l'objectivité. Parce que la digitalisation vous permet d'avoir des informations réelles qui vous permettent de prendre des risques de manière pertinente et de manière très assurée. Et on parle maintenant sur de l'analyse et non sur vraiment pas qu'on prend des décisions de manière certaine, une analyse affinée. Et c'est cela, la prise de risque est faite pour rassurer toutes les parties. Et quand le FAGAS intervient dans ce type de risque, nous intervenons vraiment, nous pouvons même aller à des niveaux très élevés de couverture parce qu'on se rend compte que le risque qu'on est en train de prendre, il est quasiment, je ne dirais pas nul parce qu'il n'y a pas de nul, parce qu'on prend tellement de dispositions en amont et qu'on peut aller sur des couvertures beaucoup plus élevées, jusqu'à 80%, 70%, pour permettre à la banque vraiment d'engager son financement et favoriser l'accès au financement de l'entreprise. Excellent. Le temps est en train, malheureusement, de s'écouler. Oui, monsieur Assier. Alors, on a beaucoup parlé ce matin du régulateur et les assujettis ont semblé se
il y a des initiatives qui sont à saluer. On a, à l'initiative du régulateur, accès à une base de données qu'on appelle Bureau d'information du crédit, qui permet de centraliser toutes les données pour les utilisateurs des systèmes de crédit de nos différents établissements et de savoir comment est-ce que le champion qui est à ma droite se comporte quand il est chez Ecobank ou quand il est chez Société Générale, quels sont ses états de service en matière de crédit là-bas. Et cette information, elle est utile à ma prise de décision objective. Et donc ça, c'est une initiative qui a été prise par le régulateur, accompagnée par les établissements de crédit et qui peut être inscrite dans les avancées en matière de digitalisation, puisque par le passé, il nous fallait faire des consultations papier. Aujourd'hui, ce sont des consultations électroniques. Il y a un gain de temps, il y a un avantage en termes d'accès à une information privilégiée, et tout ça permet d'avoir une meilleure vue du fonctionnement et de la qualité en termes de crédit de la PME. Vous avez mentionné tout à l'heure le processus de formation que vous avez mis en place pour ces PME-là. Quel retour vous avez en termes d'inscription dans la durée? Est-ce qu'elles jouent vraiment le jeu, ces PME? Alors, est-ce qu'elles s'autonomisent? On a combiné deux choses. Il y a eu des sessions en présentiel et il y a eu des sessions en ligne avec un fort niveau d'interaction. Mais derrière, il y a un autre avantage, c'est du réseautage qui est favorisé par la banque, mais qui est au bénéfice des PME, parce qu'il se constitue là un réseau d'entreprises. Exactement. Donc, les retours sont plutôt positifs. Les retours sont plutôt positifs, et nous, on le voit concrètement dans les chiffres. J'ai indiqué tout à l'heure qu'en 2020, la part de PNB générée par les PME au niveau de l'NCA en Côte d'Ivoire était d'1 milliard. En fin 2024, c'était 21,4 milliards. Donc ça a été possible parce qu'on a fait un effort en termes d'identification des PME. Et sur ce terrain, la digitalisation est utile puisqu'elle permet de faire une meilleure segmentation des portefeuilles, une meilleure catégorisation des clients et d'avoir des solutions dédiées pour chaque type de clientèle. Donc, ce travail d'identification, il a été fait. On a considéré que par nous-mêmes, on était en capacité d'identifier les PME qu'on avait en portefeuille, mais on a considéré aussi qu'adhérer à certaines organisations, établir des partenariats avec certains acteurs, nous permettrait d'avoir une vue plus large sur le tissu de PME susceptibles d'être financés. Donc, on n'était pas présent à la Chambre de commerce et d'industrie, on y a adhéré, justement pour pouvoir nous rapprocher des PME. C'est dans cette logique qu'on a établi le partenariat avec les experts comptables, qu'on a établi le partenariat avec les notaires. Ensuite, on a identifié un certain nombre de secteurs d'activité où il y a beaucoup de PME demandeuses d'accompagnement, mais qui ne trouvaient pas forcément d'interlocuteurs au niveau des établissements de crédit. Secteur de la santé, secteur de l'éducation et secteur des services. Donc pour chacune de ces catégories, on a imaginé une solution avec une garantie de portefeuille qui nous permet d'avoir une couverture de 50% sur le risque qu'on prend. Toutes ces initiatives ont permis d'avoir une plus forte avancée. Nous, notre souhait d'ailleurs de réduire le plus possible les interactions et d'accélérer encore plus la problématique de la digitalisation, parce que l'objectif premier de beaucoup de PME, et je reviendrai sur mon cas, mais de beaucoup de PME, c'est la transparence dans les process. Parfois, on ne sait pas vraiment, le chef d'entreprise, le chef de la PME ou de la TPE ne sait pas nécessairement comment procéder. Et la digitalisation a l'avantage justement d'accélérer ce processus-là, de le simplifier pour lui, et on peut faire nos demandes, recevoir nos réponses, fournir la documentation. Et si on ajoute toutes les questions liées à la possibilité de faire du data mining et un peu d'intelligence artificielle autour du traitement de nos dossiers, on devrait pouvoir non seulement accélérer, mais améliorer le taux de réponse et de résultats. Nous, à
personnel, parce que nous avons aussi intégré un fort niveau de digitalisation de nos process, non seulement nous réduisons le coût, mais nous arrivons à interagir, à régler même certains de nos problèmes en temps réel, ne serait-ce que la réconciliation bancaire. Aujourd'hui, avec beaucoup de banques, nous avons les informations sur le traitement de nos comptes au fil de l'eau. Donc, on réduit, pour une fois, je veux vous emprunter le mot, les risques. Les risques liés aussi Non, on ne fait pas de crédit. Bon, tu vois, on ne fait pas de crédit au tiers. On va chercher, mais on a des risques sur notre clientèle. On peut vous donner des exemples. Donc, on a des clients qui peuvent vous envoyer un faux. Ce que vous donnez là, les banquiers, là, quand on vient déposer l'argent, là, vous donnez un papier. Voilà, bordereau, on a des risques sur des bordereaux. On peut vous raconter des histoires incroyables. Il y a des gens qui falsifient un bordereau de la banque qui vous l'envoie. Désormais, avec l'interconnexion que nous pouvons avoir avec certaines de nos banques, pas toutes pour le moment, mais bon, avec l'essentiel, on est en mesure de voir en temps réel les transactions et donc d'éviter d'éventuels écueils. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ce sujet. Merci. Monsieur Gassi, ce risque crédit. Alors, l'exemple qui est donné là est intéressant puisque nous avons dans la plupart des établissements bancaires de la zone des solutions qui permettent à notre client de recevoir une notification, une alerte électronique dès qu'il reçoit un versement qui est effectué par un de ses clients, versement effectué dans nos livres. Donc ça, c'est une solution qui apporte de la flexibilité, mais qui apporte également de la sécurité et qui permet d'assurer une forme de traçabilité des opérations qui sont faites au bénéfice de nos clients. Sur le risque de crédit, j'ai indiqué tout à l'heure qu'on avait digitalisé nos processus, y compris le processus de crédit, avec désormais une décision qui se fait selon une technique qu'on appelle le scoring. Donc il y a une application qui détermine un score applicable au client et c'est ce scoring-là qui dicte la décision de lui accorder ou de ne pas lui accorder du crédit. On est là dans de l'objectivité et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une qualité de données suffisante pour ne pas fausser le processus. Ça limite l'intervention humaine, ça nous met à l'abri des trafics bancaires, membre d'un groupe financier dans lequel il y a un pôle assurance et il y a un pôle bancaire. La digitalisation nous a permis de proposer à nos clients des solutions de banque et d'assurance dans notre réseau bancaire. Et donc, nos clients peuvent être accompagnés sur les deux métiers sans avoir à se déplacer, sans avoir à interagir avec des conseillers clientèle parce que des solutions digitales ont été développées et sont accessibles à la fois dans nos filiales d'assurance et dans nos filiales bancaires. Excellent, merci. Monsieur. S'il n'y a pas de questions, ne pas insister. Pardon? Merci beaucoup, merci à nos journalistes. Ma question s'adresse à Madame de la FAGAS. En fait, j'aurais bien aimé que FAGAS fasse des séances de sensibilisation ou bien de communication à l'endroit des PME. Parce que nous qui sommes des PME, bon, nous avons la chance de participer à ces différentes activités pour avoir accès à l'information. Mais 90% de nous ne savent pas qu'il y a des dispositifs dans les banques qui peuvent nous aider à quand même lever des fonds bancaires pour pouvoir travailler. Secondo, ma deuxième question, c'est que vous avez apporté, et vous avez essayé d'apporter une réponse à ça dans vos interventions tout à l'heure. Parce que vous faites des transactions pour vous, mais que nous, on envoie des demandes, vous faites les traitements entre vous et la banque. Et vous nous isolez nous autres. Alors que c'est nous qui sommes les bénéficiaires de l'action que vous nous portez. Donc, en fait, on est dans le flou et que c'est après, c'est dans les documents à signer que nous constatons que, effectivement, que c'est peut-être FAGAS ou bien c'est peut-être
l'heure qu'il y aura une plateforme qui sera créée entre la banque, le bénéficiaire et vous. On ne pourra pas savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut en faire et quelle hauteur de la demande on peut également y faire. Donc, je vous invite à vite créer ce forum-là, ou bien cette plateforme-là, pour que quand même on puisse vite évoluer vers le flux de personnes qui va faire les demandes. Merci. Merci, monsieur. Madame, peut-être apporter des éléments de réponse. Merci. En matière de sensibilisation, nous en faisons, mais je reconnais que ce n'est pas assez. Et l'un des éléments qui le justifie, qui justifie ce qui est fait, c'est que depuis 2018, le FAGAS a opté signer des accords bilatéraux. Quand je dis bilatéraux, c'est-à-dire que les accords de garantie sont signés avec les banques partenaires. Donc, c'est ça qui fait que la plupart des roadshows que nous faisons... Pardon, madame, vous pouvez traduire ça simplement. Qui sont vos clients? D'accord, peut-être ça. Les clients, je viendrai à cela parce qu'il en a parlé dans sa deuxième question. Donc, la sensibilisation se fait, mais nous allons plus vers les banques, vers les SGI. Nous arrivons d'aller dans au niveau des chambres de commerce, mais plus les banques, les SGI. Pourquoi? Parce que ce sont les banques qui sont en contact de vos comptes. Et lorsque nous parlons de garantie, nous avons deux types de garanties. C'est ce que les clients, les promoteurs doivent savoir. Nous avons la garantie silencieuse. Lorsqu'on parle de garantie de portefeuille mise à la disposition de nos banques, il s'agit de la garantie silencieuse. Et pourquoi silencieuse? C'est aussi pour éviter les aléas moraux. L'aléa moral, parce qu'il y a des promoteurs, dès qu'ils savent qu'il y a un garant qui est là, on organise aussi l'insolvabilité derrière. Pas forcément, mais on a procédé à un bilan, un diagnostic du fonds après 35 ans d'existence, et on s'est rendu compte que la plupart des dossiers qui nous ont été soumis par les promoteurs eux-mêmes, 90% de ces dossiers tombent en défaillance. Mais lorsque les dossiers nous sont soumis par les banques, ces dossiers, à 90%, sont des succès. Pourquoi? Parce que c'est la banque qui examine en amont et qui vraiment s'assure qu'elle a un besoin de garantie. Parce que la garantie, elle est accessoire au financement. La garantie ne vient pas avant le financement. Et on ne finance pas parce qu'on a une garantie. On finance parce qu'on croit au projet. On finance parce que le projet est un projet viable. On finance parce que le projet est un projet bancable. On finance parce que les perspectives, même les prévisionnels du projet, nous rassurent quant à la viabilité du projet in fine. Donc, ce sont tous ces éléments qui amènent le banquier à vouloir aller. Et en raison maintenant de ses propres normes réglementaires, le banquier estime qu'il faut une institution de garantie. Et c'est la raison pour laquelle nous signons la plupart du temps. Aujourd'hui, c'est ça le mode opératoire. Nous signons avec les banques. Donc, les bénéficiaires ne sont pas au courant. Sur les garanties individuelles, oui. Et sur les garanties individuelles, nous sommes sur des montants beaucoup plus élevés. Là, il s'agit des PME qui ont atteint une certaine taille. Et ces PME-là ne peuvent pas ne pas savoir qu'il existe un garant parce que la plupart du temps, elles négocient véritablement les différents taux de sortie et donc elles ont la lecture complète. Sur ça, la garantie n'est pas silencieuse et il y a des promoteurs de projets. Le chef d'entreprise vient de partir, donc ils savent très bien qu'il y a un garant qui est là et qui accompagne. Et nous jouons, mais malgré cette présence ou cette connaissance du garant, la signature de l'accord de garantie se fait exclusivement avec la banque parce que nous venons apporter un appui à la banque pour permettre, in fine, l'accès aux promoteurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien. Merci, Madame Guigan. Merci, Monsieur Gassé. Je pense qu'on peut les applaudir. On va aller droit au but, vraiment droit au but. Je vais commencer par toi. Peut-être présenter rapidement Akiba, basé en Guinée-Conakry. Merci Stéphane, mon ami durable.
Rapidement, je suis Adiatou Bari, fondatrice du groupe Akiba Finance, qui est la première institution financière digitale en Guinée. C'est parti d'une idée, vraiment, en 2019, on a eu l'idée de créer une banque digitale. C'était permettre à la Guinée ou en Afrique d'un constat, hein, la révolution du numérique nous a permis de voir que les populations ont adopté très rapidement la monnaie électronique comme moyen de paiement. Mais ça restait une solution transactionnelle, juste dépôt, retrait, transfert. Donc pour nous, c'était comment faire en sorte que cette opportunité aille plus loin, permettre aux populations vulnérables, les femmes plus particulièrement, parce que je suis sensible à la cause féminine, et aussi aux TPE, PME, d'utiliser cette technologie pour accéder à l'épargne et au crédit, au financement. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Akiba. 5 ans après, on est là. Je donnerai plus de détails parce qu'effectivement, lorsqu'on a voulu faire une banque digitale, il n'y a pas de licence de banque digitale. Il faut une microfinance. Donc ils nous ont dit la seule manière de faire ça, c'est de prendre un agrément de microfinance et de commencer par là. Donc voilà, ça a été une belle opportunité et aujourd'hui, 5 ans après, on continue. Bravo. Cher Gilles, même question pour vous, peut-être présenter OpenSea. Bonjour et merci déjà de m'avoir invité sur ce panel. OpenSea est une entreprise de services numériques basée au Bénin qui développe des solutions pour le secteur de la finance en général, mais avec la particularité de posséder sa propre plateforme d'encaissement pour compte de tiers, ce qu'on appelle traditionnellement un agrégateur de paiement. Donc OpenSea développe et exploite KakiaPay, qui est la première plateforme d'encaissement pour compte de tiers au Bénin, et qui a la particularité de vous permettre d'encaisser tous les moyens de paiement de la sous-région, que votre business se trouve en ligne ou dans un point de vente avec un terminal de paiement. Très bien, je continue avec vous. Quelles sont pour vous les opportunités de la digitalisation pour les PME en termes de financement? C'est une très belle question. Ça me rappelle qu'en 2018, nous avions à OpenSea participé au développement d'une très belle solution sur laquelle j'ai personnellement beaucoup travaillé, qui permettait de financer le besoin en fonds de roulement des PME. Parce que les problématiques de financement des PME se situent à beaucoup de niveaux et que les problèmes de BFR, l'écart entre les décaissements et les règlements étaient une problématique qui touchait énormément de PME. Nous avions digitalisé le processus d'affacturage inversé, qui permet de faire du reverse factoring. Excellent. Ce que je veux souligner par là, c'est que parfois vous avez dans nos marchés des mécanismes de financement qui ne peuvent pas être activés parce qu'il manque une source de données fiable, parce qu'il manque de la collaboration entre les acteurs, parce qu'il manque de la data. Et le numérique peut représenter une formidable opportunité pour activer ces solutions parce que c'est un outil, la digitalisation, qui permet de créer de la collaboration très facile, qui permet de fiabiliser aujourd'hui des sources de données et qui permet même de vérifier des sources de données. Je disais à quelqu'un aujourd'hui qu'avec ton téléphone dans ta poche, je suis capable de te dire où tu dors. Et si je sais où tu dors, je suis peut-être un peu plus enclin à te prêter de l'argent. Le digital est un levier important au-delà de ce qu'on imagine. Quand je regarde sur le réglementaire, je suis une institution de financement, je vais vérifier les sûretés qui ont déjà été attachées à une résidence immobilière. Aujourd'hui au Bénin, avec e-sûreté, les banques peuvent en un clin d'œil consulter toutes les sûretés qui sont attachées à un individu. Si la banque a la certitude que la donnée de la sûreté est fiable, n'a pas besoin de se déplacer, de faire une requête, d'attendre 1 mois, 2 mois pour avoir cette information, elle peut donner le crédit un peu plus vite. J'évoque là quelques outils sur le digital qui peuvent changer le paysage du financement des PME en général. Mais il y a une solution qu'on oublie souvent au Bénin
et qui pour moi est le révélateur même de ce qu'on appelle le financement des très petites entreprises. J'aime beaucoup parler du microcrédit à la FIA, dont nous fournissons la plateforme et qui aujourd'hui au Bénin permet au gouvernement béninois de financer pratiquement sans se déplacer plus de 500 000 jeunes et femmes. C'est une merveilleuse plateforme sans laquelle cet exploit ne serait pas possible. Vous avez contribué à mettre en place cette plateforme? On l'a développée pour le gouvernement, on l'exploite pour eux au quotidien. Elle permet de vérifier l'identité des bénéficiaires, de lui construire un historique de crédit, de le vérifier dans les bases de données biométriques du gouvernement sur l'identité, de lui octroyer des fonds qui sont automatiquement et instantanément décaissés dans son portefeuille et permet à la dame qui débute une activité dans sa zone rurale de Péréré, de Commandé, d'Aboïkalavi ou de Sémé, de pouvoir, juste en faisant un menu SSD, rembourser lorsque l'échéance arrive. Ça peut sembler très simple, mais il y avait une version du microcrédit qui existait avant de le mettre en place, et il y a cette version du microcrédit à la FIA qui existe et on voit clairement la différence. Il y a un véritable impact. Et l'impact, il y a plus de bénéficiaires, moins de scandales, plus de remboursements, et ça permet de construire une historique de crédit pour des gens qui n'auraient jamais eu de crédit avant d'une institution financière classique parce qu'ils n'étaient pas connus, et qui désormais peuvent se construire un historique. Ça me permet d'aborder un dernier plan qu'on ne voit pas souvent dans la digitalisation. C'est tout le phénomène dans nos États désormais de fourniture d'identité aux citoyens, qui va désormais être un levier puissant, la construction des bases de données biométriques des citoyens, qui va être un levier puissant, et donc c'est du numérique, c'est de la digitalisation, pour permettre à des PME, à des institutions financières, d'être sûr que l'individu que j'ai en face de moi est vraiment celui à qui je donne le crédit, qui va permettre d'avoir une identité unique autour de laquelle tu peux réconcilier tous les engagements financiers de l'individu et pouvoir savoir demain que, ok, il n'est pas en train de faire du gambling financier, et donc effectivement, l'information que j'ai sur lui du point de vue financier, d'abord c'est la bonne personne, ensuite cette information est la bonne, et donc va faciliter l'octroi des financements par les institutions qui pouvaient utiliser cette information-là ou ce défaut d'information comme un argument pour ne pas financer une certaine catégorie de PME. Voilà autant de champs auxquels la digitalisation contribue pour apporter des solutions tangibles de financement. Et moi, j'espère sincèrement que ces éléments mis de bout en bout permettront d'accélérer et d'améliorer le visage du paysage du financement des PME, notamment dans notre zone mémoire. Excellent, merci. Madiatou, même question pour toi dans l'écosystème guinéen. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, parce que effectivement tout ce qu'il explique aujourd'hui, c'est un fait pour moi, puisque c'est ce que nous faisons. Quand nous avons commencé l'aventure à Kiba, l'idée c'était de faciliter l'accès, comme je l'ai dit, par le numérique au financement et au crédit. C'est ainsi que nous avons notre propre plateforme digitale. Nous sommes la première microfinance en Guinée qui a sa propre plateforme de monnaie électronique et sa propre plateforme digitale, qui a permis de digitaliser par exemple la tontine et qui a créé un historique de crédit pour ces femmes-là qui aujourd'hui ont accès au financement chez nous. Nous arrivons même à leur prêter ce qu'on appelle un crédit chap-chap en 24 heures seulement à travers cet historique où ils peuvent distordre directement sur leur téléphone. Combien de femmes sont... Aujourd'hui, dans notre portefeuille, on a plus de 2000 ou 2500 femmes. Ce qui n'est pas... et ça, c'est des femmes vraiment qui sont dans le milieu rural, des femmes qui n'auraient jamais imaginé avoir accès à du financement. Nous accompagnons aussi des PME. De plus en plus d'ailleurs, de banques ramènent des PME dans notre institution pour que nous les financions. Et du coup, ça me ramène à dire que le crédit scoring existe, c'est des plateformes. Lorsqu'on avait eu l'initiative, on était allé à Singapour, on avait rencontré des partenaires. Il faut dire que lorsqu'on a fait le programme, on s'était fait accompagner par la première banque digitale d'Europe qui nous avait accompagnés dans le MVP. Et lorsqu'on a structuré les MVP à l'époque, on voulait vraiment faire des choses incroyables. On parle là de 2019, où on parlait encore d'intelligence artificielle, où il y a des solutions qui existent aujourd'hui qui permettent d'évaluer le crédit et le scoring de quelqu'un, même son comportement sur les réseaux sociaux. Mais où est le frein? Et
et là, moi, c'est des solutions que je veux proposer. Comme je te dis, 5 ans après, on se rend compte qu'on a quand même besoin d'une licence de banque digitale, que la microfinance n'est pas suffisante pour nous pour financer les PME. J'explique pourquoi. C'est des solutions qui demandent un certain type d'investissement déjà, qui sont importants, mais qui ne veulent pas dire aussi qu'il faut un agrément de banque, 20 millions de dollars, on peut plus, c'est trop pour adresser ce genre de cible. Vu que nous sommes dans l'inclusion et que nous voulons accompagner aussi les PME, il faudrait que le régulateur s'adapte à nous mettre en place une licence qui nous permette d'avoir accès aux solutions bancaires, c'est-à-dire de faire du financement du trade finance, par exemple, ou d'avoir accès directement au SWIFT, ou de nous connecter directement à la plateforme de la Banque centrale pour avoir le crédit scoring, avoir accès peut-être à se connecter, comme il l'a dit tout à l'heure, à la base de données numériques pour que rapidement on puisse identifier le demandeur et faire du banking même as a service, parce qu'un client d'une autre banque, il y a des solutions qui existent qu'on a voulu embarquer, qu'on a déjà embarqué dans notre modèle, mais qu'on n'arrive pas à implémenter à cause de la limite de notre licence. Puisqu'il faut s'intégrer dans la plateforme directement des banques commerciales ou des banques internationales ou des banques de développement, qui fait que leurs clients qui ne peuvent pas financer peuvent venir directement sur notre plateforme, regarder si l'algorithme montre qu'ils sont éligibles à un certain montant, on les finance. Mais cela avec une licence de microfinance, en termes de ratio, en termes de réglementation, en termes de notation, c'est pas possible. Donc, nous, aujourd'hui, on a même rencontré notre régulateur puisqu'on a une monnaie particulière pour voir comment faire une extension d'agrément nous permettre d'accéder à ces solutions, donc pouvoir faire notre investissement. Et quel est son retour? Pour l'instant, ils sont ouverts, ils nous demandent de leur faire... parce qu'il n'y a pas de règles, ils n'ont pas d'outils, donc ils nous disent, dites-nous ce que vous voulez, comment vous le voyez, peut-être qu'on va voir si on peut s'ajuster et vous permettre une extension d'agrément en phase. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Ça, c'est une bonne nouvelle. La seconde solution que nous, on veut préconiser, parce que qui devient qui est un frein aussi, c'est l'accès à l'infrastructure. Quand je dis infrastructure, on parle ici d'Internet déjà. Je vous donne un exemple. On a eu un partenaire, là on veut changer le corps banquier, on a vu des solutions, une des solutions qui est la plus utilisée en Afrique centrale, qui est quand même précurseur de la banque digitale aujourd'hui. On ne peut pas l'utiliser par exemple en Guinée à cause de l'Internet. Le régulateur nous demande, la solution n'est accessible que sur le cloud. Il n'y a pas de solution backup possible en local, le loger sur nos serveurs en local. Donc imaginez une coupure d'Internet. On l'a connu l'année dernière pendant 3 mois, donc ça veut dire qu'on ne va plus fonctionner. Donc ça, c'est un frein. L'autre frein aussi, c'est par rapport aux solutions d'interpolarité. Moi, je salue l'idée qu'on a mise en place le switch national, qui permet aujourd'hui même aux établissements inclusifs de se connecter à ce switch pour permettre au moins de faire des transferts et des transactions avec les banques commerciales, accéder aux PME, TPE, ce qui fait qu'en coût réduit, nous avons accès quand même aux autres solutions des banques. Mais l'accès à ce switch, quand même, a un coût. Et les bailleurs de fonds qui ont financé, et j'aurais aimé qu'il y ait d'autres bailleurs aussi qui financent les programmes de développement, dans leurs composantes inclusion financière, accès aux PME, ils ont financé l'outil, ils ont financé l'inclusion, mais ils ont oublié les acteurs inclusifs de les accompagner pour payer les programmes d'intégration de ces solutions-là, parce qu'il n'est pas sans savoir, c'est payant. Et pour le faire, une microfinance ou un établissement de monnaie électronique n'a pas forcément les moyens financiers ou les ressources, ou même les ressources humaines, parce qu'il faut de l'assistance technique, il faut une expertise pour pouvoir parler de données, de data ou d'intégration ou des API. Moi, j'ai appris avec le temps, mais ce n'est pas évident. Donc, voilà un peu des pistes de solutions que j'aimerais proposer pour nous permettre aujourd'hui d'adresser les PME. Il faut des institutions financières spécialisées qui ont une licence peut-être entre la banque et la microfinance, qui aura pour vocation de s'adapter aux nouvelles technologies du numérique et permettre à ces jeunes d'ailleurs qui sont très friands de la technologie, qui utilisent la technologie, d'accéder plus facilement. Parce que ça dérisque complètement. On sort du modèle ancien de l'analyse de risque. Mais de façon plus innovante, on a accès aux financements. Excellent. Gilles, dans le même esprit, est-ce que tu as des solutions complémentaires pour fixer ces freins qu'Aliatou a exposés?
il y a quand même un certain nombre de problèmes qui ne peuvent pas juste être réglés au niveau des institutions, mais pour lesquels il faut des infrastructures importantes. Quand elle évoquait tantôt la volonté d'utiliser un CBS qui est dans le cloud, mais pour lequel malheureusement les régulateurs demandent aujourd'hui que vous donnez toute votre institution financière soit logée dans votre pays. Il est nécessaire donc de développer de plus en plus d'infrastructures de stockage, par exemple adressées au secteur privé, par le secteur privé national, à l'intérieur de nos espaces régionaux, qui permettent d'offrir ce genre de solutions. Ce n'est effectivement pas normal que quand tu as besoin de faire un KKPI, ton serveur soit en Irlande, ou à Dublin, ou en Égypte, ou je ne sais pas où. Parce qu'il y a évidemment tout un ensemble de risques qui sont accolés à cette implantation hors d'un espace sur lequel tu n'as pas de souveraineté numérique. Et donc, ça veut dire que la thématique du financement dépasse évidemment seulement celle des institutions, mais elle touche aussi à la qualité des infrastructures numériques qu'il y a dans un pays. Elle touche à la qualité du secteur privé qui entoure. Mais comme moi j'aime souvent dire, il y a des approches intermédiaires. La capacité à faire un backup local, même si vous n'avez pas une super connexion Internet, d'avoir au moins un backup local qui vous permet en cas de coupure d'Internet, comme tu as souligné, d'avoir quelque chose sur lequel basculer, qui vous permet d'avoir un fonctionnement en mode dégradé. Mais ça veut dire aussi qu'il y a nécessité d'avoir dans l'écosystème un certain nombre de partenaires et de prestataires en capacité de fournir ces solutions digitales-là. Ça ne s'entend pas pour moi que quand vous avez besoin de développer une solution en Guinée, vous avez besoin d'aller en Angleterre, ou en Chine, ou à Singapour. Et ça veut dire que la problématique touche aussi la question des ressources. Et quelle que soit la solution que tu développes, que tu mets en place, je pense qu'il y a ces deux leviers-là auxquels tu ne peux pas échapper, notamment l'infrastructure et les ressources humaines. En termes d'infrastructure, j'imagine que tu as eu des discussions avec les entreprises locales pour voir comment développer les infrastructures ici au Bénin, donc en local. Quels sont les retours de ces discussions? Je pense fondamentalement qu'il y a un problème de financement aussi de ces acteurs. Ne fais pas un data center qui veut. Ne fais pas un data center pour le secteur privé qui veut, parce que tu n'es pas sûr de justifier de la masse critique d'entreprises qui vont adhérer à ce service. Tout à fait. Dans un contexte où les gens étaient pendant longtemps habitués à des hébergeurs internationaux. Donc, on a le problème de la poule et de l'œuf. Il faut bien mettre des infrastructures, mais je ne suis pas sûr qu'elles sont rentables. Donc, il faut que les acteurs qui mettent ces infrastructures-là, elles aussi, soient soutenues pendant un temps. Ça nous ramène au problème du financement. Mais la vérité, c'est que les gens commencent de plus en plus par essayer de faire de mini data center. Je connais des acteurs qui en font en Côte d'Ivoire. Je connais un qui en fait au Bénin. Excellent. Il faut juste qu'elles puissent tenir compte des réalités et des besoins des entreprises qu'elles veulent servir. Sur mesure. Oui, parce que un serveur, ce qui sera déterminant pour moi, par exemple, dans le choix d'un data center qui est hébergé au Bénin par rapport à quelque chose que j'ai sur, je ne sais pas, Amazon Digital Ocean, c'est la capacité à être connecté 24 heures sur 24. C'est la capacité à pouvoir fournir un débit plus ou moins correct d'accès à mes applications, sans lequel mes utilisateurs me quitteront évidemment. Aujourd'hui, le shift ou le switch d'une application à une autre, la durée, elle est inférieure à 3 secondes. Parce que vous rentrez dans une application qui est au bout de 3 secondes, vous la quittez et vous cherchez une autre. Ça veut dire que la concurrence aussi n'est pas seulement une concurrence locale. Nous parlons là actuellement dans l'ère du temps des agréments que la BCE demande aux acteurs de paiement de prendre. Et si vous regardez, parmi les premiers agréés, il y en a beaucoup qui sont des acteurs extra-communautaires, qui ont peut-être des filiales juste dans la zone, mais des acteurs extra-communautaires. Et donc la compétition n'est pas simplement une compétition locale, même dans le financement aujourd'hui, et même dans l'infrastructure à mettre à disposition des accompagnants ou des institutions financières, la compétition est régionale. Donc si on veut aussi que ces acteurs-là puissent exister pour servir le secteur du financement, il faut leur fournir le nécessaire en termes de data, de débit,
l'infrastructure. Et c'est autant de problèmes qu'il faut adresser. La situation est une solution, c'est vrai, mais l'absence d'infrastructure ne peut pas à cette solution existante. Il faut un véritable écosystème. Exactement. Adiatou, tu voulais peut-être rebondir? Oui, en fait, quand on parle d'écosystème, il faut aussi parler de la stratégie nationale d'inclusion financière qu'il faut aussi revoir. Parce que parfois, tu arrives, les solutions existent, mais l'adhésion est très difficile en termes de choix. Par exemple, tu mets en place une solution de paiement pour sécuriser les recettes et éviter le cash. Lorsque tu demandes à une institution de domicilier via cette plateforme, que ce soit une institution privée ou place, pour faire adhérer, pour recruter, pour... voilà. Ça, c'est lié à la stratégie nationale d'une des parties, mais aussi à l'accès de la data pour les PME. Il ne faut pas oublier, il a parlé d'acteurs étrangers ou parfois c'est des acteurs dominants. Moi, je me souviens, lorsqu'on est venu justement avec notre programme, le plan, on était content, on voulait lancer. Et puis, on nous dit, ah non, 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 vous ne pouvez pas avoir un code USSD. Parce que vous n'êtes pas acteur telco. Seuls les acteurs telco, à l'époque, donnaient accès à un code USSD. Donc, ça voulait dire qu'on ne pouvait même pas être digital. Et il a fallu se battre, aller voir le régulateur qui ne donnait pas accès à... Heureusement, un des acteurs qui n'est pas l'acteur dominant, qui jusqu'aujourd'hui refuse d'ouvrir d'ailleurs sa base, a accepté de nous donner accès à un code USSD parce qu'ils étaient séduits par l'aspect de la tontine digitale. Et ils voulaient donner le côté impact des femmes. Donc c'est comme ça qu'on a vu. Ils se sont greffés. Mais on n'avait pas accès forcément à leur base de données. Donc comment avoir un scoring, comment accéder, faire fonctionner nos plateformes si on n'a pas accès à leurs données. C'est la même chose, pas plus longtemps par exemple que la semaine dernière. Je vous donne une anecdote. On a sponsorisé un événement et on avait besoin de communiquer par SMS pour faire passer le message, l'information à la population pour dire ben voilà, d'acheter vos tickets via nos plateformes et tout. On a notre propre plateforme, mais ça va directement sur notre base de données client. Mais si on veut que la masse critique de la population, on a demandé à cet acteur encore moyennant on allait payer pour faire passer le message. Ils ont dit non. Que de leur base de données, ils n'ont pas le droit de nous donner accès à leur base de données. Sauf que le concurrent a accepté, mais qu'il a une base de données moins importante. Donc voilà un peu des cas comme ça qu'il faudrait voir. Et seul peut-être le régulateur peut aider, ou les institutionnels, ou les parties prenantes, toutes les parties, je veux dire, tous les acteurs, toutes les parties prenantes doivent jouer leur rôle pleinement pour faciliter l'accès au financement. Ce n'est pas seulement les acteurs financiers, mais c'est tout le monde. Plateforme de discussion avec tous ces acteurs. Merci Adiatou. On va peut-être prendre quelques questions, parce que nous approchons la fin de cette belle session. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors avant que tu passes une question, Maxime, dans la salle, parce que l'heure tourne, et sans vous mettre la pression, à Rome, tu vois la fourmi blanche. Donc ceux que ça intéresse, dans une heure, vous saurez qui est le nouveau pape. Donc faisons en sorte d'avoir aussi notre fourmi blanche. Voilà, le plus rapidement possible. Merci. Merci, Jean-Éric. Oui, madame? Quelqu'un qui peut... Jean-Éric, s'il te plaît.
forte suggestion. Je vais quand même lui répondre. Ce sujet m'interpelle tout particulièrement. Tu as 1 minute. Je suis un grand amoureux des tontines. J'ai même fait mon mémoire de master là-dessus. Et j'ai découvert que c'était historiquement l'un des moyens de financer les activités dans les zones rurales et même parfois les activités familiales. Et on a gagné en 2020 le Mission Billion Challenge de la Banque mondiale. Il y avait 2 solutions en Afrique de l'Ouest. Il y avait Nansika au Ghana et Tonti Plus au Bénin, au Bénin. On a été financé pour développer une plateforme de tontine digitale. On a même fait un pilote avec MTN, avec 118 zèbres, c'est une solution qui marchait très bien. Et le seul challenge qu'on a eu en 4 ans, c'était de trouver une institution financière qui était d'accord pour porter ce projet. 30 secondes. J'ai entendu toutes les raisons. La tontine, la BCAO n'aime pas ça. Ce n'est pas une bonne expression. C'est un secteur à problème. Et pourtant, nous avons développé quelque chose qui est sécurisé de bout en bout avec la monnaie électronique. C'est pour te dire que ce n'est pas que les initiatives manquent. Des gens ici au Sénégal, nous on va lancer une solution dans les 3 prochains mois. J'ai fini par trouver une institution financière en 4 ans qui a accepté de porter l'application. Elle est prête. Excellent. On attend juste l'accord du régulateur une nouvelle fois parce que encore le régulateur. Quand on dit finance et monnaie électronique, il faut absolument partir à la BCAO, même s'il n'y a rien qui appelle la régulation, même si l'institution partenaire est déjà régulée. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas toujours la volonté des acteurs de ne pas trouver de solution. C'est pareil pour notre solution d'affacturage des versets dont je parlais tantôt, qu'on a lancé en 2018. Et tant que l'expression affacturage inversé n'existe pas dans le répertoire de la BCAO, beaucoup de banques ne veulent pas s'en approcher. Il a fallu que la BCAO commence à travailler sur l'affacturage l'année passée pour que des institutions indépendantes financières ou banques commencent par s'attaquer résolument à la question. Là où il n'y a pas de volonté, je vais inverser le proverbe. Là où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chemin. Il y aura un chemin pour les fumées blanches ce soir. Merci Gilles, merci Adiatou, merci à tous. Vous pouvez applaudir nos panélistes.